Assalamu alaikum, avec vous Madame Derkawi Orkia. Donc, on va terminer toujours sur la programmation par contrainte, spécifiquement la programmation logique par contrainte. Donc, dans cette vidéo, on va voir un exemple corrigé sur le problème du jeu des NRN. Et spécifiquement, on va résoudre le cas pour n égale à 3. Donc, on va faire la modélisation et la résolution du problème ou bien du jeu de 3 reines. On va le modéliser sous forme d'un CSP, Constraint Satisfaction Problem, ou bien problème de satisfaction de contrainte. On a déjà vu le concept dans des vidéos précédentes. Puis on va voir la résolution, sa résolution et sa programmation en prologue. Bien. Donc, le plan de cette vidéo est le suivant. Premièrement, on va décrire le problème des 3 reines, c'est-à-dire l'énoncé du problème. On va bien sûr pour l'analyser et le modéliser. Donc deuxièmement, on va modéliser sous forme d'un CSP. Puis on va résoudre ce modèle avec les algorithmes de résolution d'un CSP, entre autres. L'algorithme généré et testé, qui est un algorithme direct, et l'idéal est direct, en affecté en test, mais on a vu qu'il nous cause le problème de l'explosion combinatoire. Donc il y a l'optimisation de cet algorithme avec l'idée du backtracking. Donc on va utiliser l'algorithme du backtracking qui optimise le principe de l'algorithme généré et testé. Et puis on va voir aussi le troisième algorithme basé sur le filtrage ou bien l'anticipation et spécifiquement la nœud consistance. Okay? Et puis on va programmer en prologue pour voir l'exécution ou bien l'interprétation. Bien. Donc l'énoncé du problème est le suivant, bien la description du problème. Donc il s'agit de placer 3 reines sur un échiquier comportant 3 lignes et 3 colonnes, de manière à ce qu'aucune reine ne soit en prise. Que veut dire une reine qui est en prise? Donc on rappelle que 2 reines sont en prise si elles se trouvent sur une même diagonale, une même ligne ou une même colonne de l'échiquier. Donc ça c'est la visualisation du jeu. Donc on a le cas des 3 reines. Donc ça c'est le symbole des reines. Donc on a 3 lignes et 3 colonnes et des cases. Chaque case elle a sa ligne et sa colonne. Donc on voudrait placer les reines de telle façon qu'elles ne soient pas dans les mêmes lignes et mêmes colonnes et puis même diagonale descendante et ascendante. Ici je vais corriger, c'est échiquier, c'est avec I. Ok, donc je corrige. Il faut toujours corriger vos erreurs d'orthographe, c'est important. Ici c'est I. Ok, bien. Donc, pardon. Donc, vous voyez qu'ici on a la visualisation du jeu. Donc, on prend le cas de 3 reines pour pouvoir comprendre le principe de modélisation et de résolution. Mais, dans le cas général, c'est sûr qu'on va généraliser à n égale à n, c'est-à-dire au cas n, quel que soit n, qui tend, c'est-à-dire une valeur grande. L'essentiel, on prend le cas des 3 reines pour pouvoir simplifier l'étude et pour que l'étudiant comprenne. Bien. Donc, la modélisation. C'est sûr que pour modéliser, c'est tout informaticien ou bien chercheur, il doit développer la stratégie de modélisation, quel que soit le modèle. Premièrement, il faut lire la description du problème, ou bien l'énoncé. Il faut l'analyser pour pouvoir en tirer les concepts du modèle. Donc, on sait que le CSP, c'est un modèle formel dont les concepts sont X, l'ensemble des variables, les inconnues, ou bien variables de décision. Le D de X, qui est le domaine des variables. Et puis, le C de X, l'ensemble des contraintes, qui sont les relations entre les variables. Bien. Donc, pour modéliser un problème sous la forme d'un CSP, il s'agit tout d'abord d'identifier l'ensemble des variables X, qui sont les inconnues du problème, ou bien on dit les variables de décision, ainsi que la fonction D qui est associée à chaque variable de X en domaine, c'est-à-dire les valeurs que la variable peut prendre. Et il faut ensuite identifier les contraintes C entre les variables. Cette modélisation, elle est formelle, donc le CSP, il est formé de ces 3 composants, le X, le D de X et le C de X. Donc X c'est l'ensemble des variables, D de X c'est le domaine des variables et C de X c'est les contraintes sur les variables. Remarque, un même problème peut généralement être modélisé par différents CSP. C'est une opportunité qui nous aide dans notre travail. Pour un problème X, on n'a pas toujours le même modèle. On peut avoir plusieurs modèles. C'est surtout sur la sémantique de la variable. Ce sera le choix du sens de la variable qu'on va déduire les domaines et les contraintes. Donc on peut avoir plusieurs modèles pour le même problème. Quelle est la différence ou bien comment choisir entre ces modèles? C'est sûr qu'on choisit le modèle qui est le moins complexe possible, c'est-à-dire le modèle qui n'a pas dans la résolution, c'est-à-dire il nous prend
moins de temps et moins de ressources matérielles. Donc l'essentiel, on prend le modèle le moins complexe possible. Bien. Pardon. Donc pour le cas de cette modélisation, on va essayer de penser un petit peu, de réfléchir pour pouvoir déduire le sens de la variable d'une façon plus sophistiquée et moins complexe. Donc dans la mesure où l'on sait dès le départ qu'il y aura une reine et une seule sur chaque colonne de l'échiquier, le problème peut se résumer à déterminer sur quelle ligne se trouve la reine placée sur la colonne I. Par conséquent, la modélisation consiste à associer une variable xi à chaque colonne i, de telle sorte que xi désigne le numéro de ligne sur laquelle placer la reine de la colonne i. Donc vous voyez que ça c'est une idée de modélisation où on a essayé de penser un petit peu, c'est-à-dire c'est une idée, c'est-à-dire on a utilisé de l'intelligence, c'est-à-dire on a essayé d'analyser l'idée du jeu et d'en tirer le sens de la, c'est-à-dire de bien comprendre le jeu, c'est-à-dire c'est quoi ce jeu, pour pouvoir déduire le sens de la variable xi. Donc ici, puisque le jeu consiste à placer des reines de telle façon à ne pas avoir les mêmes reines sur les mêmes lignes, les mêmes colonnes et les mêmes diagonales ascendantes et descendantes. Donc dès le départ, on sait que chaque reine, elle est placée sur une. Donc cette idée, on a dû penser pour pouvoir en tirer cette idée, ou bien déduire cette idée. Donc, on sait que chaque reine, elle va être sur une seule colonne. Donc on fixe la colonne et on cherche la ligne. D'accord? Donc déjà dans le sens de la variable, on a déjà évité beaucoup de calculs. Donc xi, ici la variable qu'on cherche dans le jeu, désigne le numéro de la ligne. On ne cherche que la ligne. Et dans le sens de la variable, on a déjà injecté la colonne. Donc le x1 veut dire que c'est la... c'est-à-dire que la reine 1, elle est placée dans la colonne, la reine, elle est placée sur la colonne 1. Et on cherche sa ligne. Ok? X2, c'est la reine de la colonne 2 et on cherche sa ligne. Et X3, c'est déjà, c'est-à-dire par hypothèse, la reine, elle est placée dans la colonne 3, on cherche sa ligne. Donc l'inconnu ici, c'est la ligne. Ok? Bien. Parce qu'on pouvait avoir d'autres modèles où on utilise comme variable la ligne et la colonne. Donc en utilisant un petit peu d'intelligence, on a pu déduire le sens d'une variable qui est moins complexe. On a évité de chercher la colonne en la fixant et on cherche la ligne. Ok? Donc la modélisation, elle est très importante parce que avoir un modèle moins complexe, ça va nous mener à le résoudre d'une façon moins complexe. Bien. Donc, par conséquent, le CSP correspondant à ce jeu avec n égale à 3, on a les variables x1, x2, x3. Donc on a dit déjà que chaque x désigne le numéro de la ligne sur laquelle placer la reine de la colonne i. Donc on cherche la ligne. Et puis le domaine, c'est sûr, puisqu'on a 3 lignes et 3 colonnes, donc ils ont le même domaine, dd(x1 égale dd(x2 égale dd(x3), c'est le même domaine, c'est 1, 2, 3, la ligne 1 ou bien la ligne 2 ou bien la ligne 3. D'accord? Et puis les contraintes, on a premièrement, les reines doivent être sur des lignes différentes, donc les xi différents de xj, avec i allant de 1 à 3, et i différent de j. Les reines doivent être sur des diagonales montantes différentes, donc la formule d'une diagonale montante, c'est xi plus i, différent de xj plus j. C'est-à-dire la colonne plus la ligne, elle est différente de la colonne plus la ligne de deux reines différentes. Et puis, elles doivent être sur les reines doivent être sur des diagonales descendantes différentes. Donc, xi moins i différent de xj moins j, avec le i allant de 1 jusqu'à 3 et i différent de j. Ces formules-là, les formules des diagonales montantes et descendantes, ce sont des formules mathématiques qui formulent l'idée, le fait qu'un élément est dans une diagonale montante ou descendante dans une matrice. Ok? Bien. Donc vous voyez que dans la modélisation, on a toujours besoin des concepts mathématiques, algèbre ou analyse. Donc il faut que les étudiants révisent les notions mathématiques parce que la modélisation, elle est basée sur les notions mathématiques. Surtout si le modèle est formel. Le CSP, c'est un modèle formel, 100%. Donc c'est sûr que ces concepts sont mathématiques, ok, et logiques. Donc ici, d'une façon implicite, c'est-à-dire on a utilisé l'indice i allant de 1 jusqu'à 3. Ici, je présente le modèle CSP sous forme explicite, c'est-à-dire j'ai donné des valeurs au i et j. Donc dans le cas des lignes différentes, on a x1 différent de x2, x1 différent de x3 et x2 différent de x3. Ok?
c'est-à-dire le fait de, c'est pas la peine d'écrire x2 différent de x1, c'est la symétrie, donc c'est pas la peine de refaire. Et puis on a, les rn doivent être sur des diagonales montantes différentes, donc x1 plus 1 différent de x2 plus 2, x1 plus 1 différent de x3 plus 3, et x2 plus 2 différent de x3 plus 3. Et pour le cas des diagonales descendantes, on a le moins à la place du plus. Bien. Donc déjà, une fois qu'on a notre modèle, donc on peut directement aller vers la résolution. Donc avant cela, on peut calculer le cardinal de l'espace de recherche, parce qu'on a dit que le principe de résolution, bien les algorithmes qui résolvent le CSP, globalement leur principe général c'est le suivant. On a l'espace de recherche qui est l'ensemble des solutions admissibles, et on va chercher la solution optimale, bien la solution dans cet espace de recherche. Comment on obtient l'espace de recherche? C'est le cardinal, c'est-à-dire le nombre de points solution. On a c'est le nombre de valeurs de chaque domaine, c'est-à-dire c'est la multiplication entre le nombre, bien le cardinal des valeurs de chaque domaine, de chaque variable. Donc ici ils ont le même domaine, 1, 2, 3. Le cardinal du domaine c'est 3. Donc on a le cardinal de dx1 fois le cardinal de dx2 fois le cardinal de dx3. Donc c'est 3 fois 3 fois 3. Donc on a 27 points qui peuvent être des solutions. Qui peuvent être. Pourquoi? Parce qu'on a dit lorsqu'on résout un CSP, globalement, le logiciel qui résout le programme qui résout un CSP, on l'appelle solver. Donc le solver d'un CSP, il a 3 sorties. On a déjà expliqué ça dans les vidéos précédentes sur les concepts de base de la programmation logique par contrainte. Donc le solver, il a comme entrée un CSP et comme sortie, il peut avoir une seule solution qui est l'optimale, très bien. Il peut avoir plusieurs solutions et il peut avoir pas de solution. Et on a dit lorsque le CSP n'a pas de solution, on dit que c'est un CSP ou bien sous contraint ou bien sur contraint. Bien. Donc ici on a le cardinal qui a 27 points. Donc vous voyez que pour n égale à 3 on a 27. Donc si on a n égale à 4 ou bien 5, vous remarquerez l'explosion combinatoire. On aura un espace de recherche trop grand. Donc la recherche va être trop lente, trop complexe. Donc pour la résolution, je résous premièrement avec l'algorithme généré testé. Donc c'est un algorithme dont l'idée elle est banale. Donc on fait des affectations et on teste. Donc, et on a dit que les algorithmes, la recherche dans ces algorithmes, elle est constructive ou bien elle est arborescente, sous forme d'un arbre. Donc on construit la solution itérativement et sous forme d'une recherche arborescente. Donc on commence par la racine et on va vers les feuilles. Donc la solution, elle se trouve dans la feuille. Donc ici, au milieu de l'arbre, ce sont des affectations partielles. Et la feuille, c'est une affectation totale, c'est-à-dire qu'on affecte toutes les variables et on teste leur consistance. Donc ici, c'est l'arbre de recherche de l'algorithme généré testé. Donc on commence avec une affectation vide, donc A égale à l'ensemble vide, et on va essayer de choisir une variable, la première variable à affecter, et ainsi de suite. Donc on a dit que pour le choix de la première variable à affecter, c'est une heuristique. Et le choix de la première variable à donner à la variable choisie, aussi c'est une heuristique. C'est-à-dire on n'a pas des idées garanties et exactes pour nous dire quelle est la variable la mieux placée à choisir. Il y a des heuristiques qu'on peut tester dans l'expérimentation. L'essentiel, dans l'algorithme, il faut choisir une première variable à affecter. Dans notre cas, c'est-à-dire par défaut, on choisit la première variable qu'on a, c'est-à-dire déclarée. Donc on a x1, donc x1 ici, on a la racine et on va générer trois branches, sous-branches. x1 égale à 1, ou x1 égale à 2, ou x1 égale à 3. Et on va faire la recherche de gauche à droite. Donc on va terminer avec le côté gauche et on va aller vers la droite. Et bien sûr en profondeur. Donc ici, on a x1 égale à 1. Donc la première affectation, c'est x1, 1. Une fois on a affecté x1, on va essayer d'affecter la deuxième variable non affectée, donc x2. Même à ce niveau-là, on peut choisir, le choix de la variable, il est heuristique. Donc x2, elle prend aussi x2 égale à 1, x2 égale à 2, x2 égale à 3. Donc on va générer 3 sous-branches. Et puis, dans le cas de x3, la même chose, on va générer 3 branches. Ici, donc, on a affecté toutes les variables. Donc cette branche-là, c'est une solution. Parce qu'on a dit que la solution d'un CSP, c'est une affectation totale. Et puis, elle est solution si elle est consistante. Okay? C'est-à-dire consistante, elle vérifie ou bien elle satisfait toutes les variables. Donc on a x1 égale à 1, puis x2 égale à 2. Ici, normalement, je n'ai pas écrit, mais A devient x1, 1 et x2, 1. Et puis ici, l'affectation totale, A égale x1, 1, x2, 1 et x3, 1. Donc vous voyez ici, donc cette branche-là, c'est une solution. Donc lorsqu'on va
essayer de satisfaire ici les contraintes, on voit que x1 égale différent de x2. Cette contrainte n'est pas satisfaite parce qu'on a x1 égale à 1 et x2 égale à 1. Donc cette contrainte n'est pas satisfaite. Donc c'est sûr que ce point là feuille, ce point feuille, ou bien ce nœud feuille n'est pas une solution. Donc échec. Vous voyez? Et on termine avec la deuxième branche, la troisième et ainsi de suite. Vous voyez ici qu'on a, c'est-à-dire tous ces nœuds à générer. Donc on a 27 branches. Si on va ici, c'est-à-dire compter chaque branche, la branche c'est ça, c'est x1, x2, x3, c'est l'affectation de 3 variables. Donc ça c'est une branche, puis x1 égale à 1, x2 égale à 2, x2 égale à 2, deuxième branche, puis troisième branche, puis quatrième, cinquième. Donc si on va compter toutes ces branches, on va avoir 27 branches. 27 branches qui revient ici à la valeur du cardinal de l'espace de recherche, bien le nombre de points de l'espace de recherche. Bien. Donc on va générer ces 27. Donc le générateur TC, il génère tous les points et il teste la satisfaisabilité. Donc on génère 27 branches, chaque branche est une affectation totale et on teste leur consistance. On dit leur consistance, c'est-à-dire est-ce qu'il satisfait toutes ces contraintes, toutes. S'il ne satisfait pas une seule, on dit qu'il n'est pas une solution. Donc ici, je n'ai pas terminé sur le plan, c'est-à-dire si je vais en testant, j'ai trouvé que tous ces feuilles, c'est l'échec. Donc ce CSP, il n'a pas de solution. Pour le jeu de reine avec n égale 3, pas de solution. Ok. Donc si on teste ici, tout ça c'est de l'échec. Ok, on peut ici, je ne sais pas écrire, faire des croix. Comme quoi, chaque branche, elle est finalisée par une feuille dont la solution n'est pas satisfaite, donc c'est un échec. Bien. Ça, c'est pour le cas du générateur test. Vous voyez qu'on a 27 branches, 27 solutions, 27 points. Vient l'algorithme du backtrack pour optimiser la recherche et la simplifier. Donc, le backtrack, son idée, c'est quoi? Si on trouve une inconsistance, c'est pas la peine de terminer. C'est-à-dire, dans ce cas ici, puisque x1 égale à 1, x2 égale à 1. Donc déjà, on sait que x1 égale à 1, x2 égale à 1, c'est une... ici, ça ne satisfait pas cette contrainte. Parce que dans le modèle, il faut que x1 doit être différent de x2. Et ici, ce n'est pas le cas. Donc normalement, on ne termine pas en backtrack. On fait un retour en arrière pour terminer vers les autres branches. C'est-à-dire ici, on ne génère pas ces nœuds-là. Vous voyez ? Parce qu'on a trouvé déjà une inconsistance. Donc, une fois qu'on trouve une inconsistance, on fait un backtrack, un retour en arrière. On ne termine pas. C'est ça l'idée du backtrack. Donc, déjà, il va nous éviter des calculs ici inutiles. Donc, c'est sûr que le backtrack, il est meilleur que le généré testé. Donc, vous voyez ici, on a fait un backtrack. Dans ce cas-là, puisqu'il y a inconsistance, x1 n'est pas différent de x2. Donc, on fait un backtrack, un retour vers la branche qui la suit. OK. Et bien sûr, dans notre résolution, il faut terminer jusqu'à la dernière affectation, avec le retour en arrière. La même chose ici, lorsque j'ai fait le calcul, tous les feuilles sont en échec. Ce CSP n'a pas de solution. Mais l'arbre de recherche du backtrack, elle est moins complexe que l'arbre de recherche du généré testé. OK? Bien. Maintenant, il y a l'algorithme de nœud consistant. C'est un algorithme, bien sûr, c'est une procédure qu'on injecte dans l'algorithme du backtrack pour toujours minimiser la complexité. Donc ici, c'est toujours la même chose. On a la racine qui est l'affectation nulle et on va affecter la première variable. Ici, lorsqu'on affecte une première variable, on va lancer, avant de générer les nœuds, on va lancer, c'est-à-dire avant d'affecter une deuxième variable, on lance la procédure de la nœud consistance. On va voir toutes les variables non encore affectées, on va essayer de filtrer, de réduire les domaines de variables en enlevant les valeurs qui sont, c'est-à-dire en union avec, c'est-à-dire qui sont utilisées avec la première affectation x égale à 1 et qui donnent une inconsistance. Donc on va les enlever du domaine parce que pourquoi on va les trimballer avec nous dans l'arbre? On est sûr que ça va donner une inconsistance. Donc on lance la nœud consistance avant de générer les nœuds. Lorsqu'on a lancé la nœud consistance, on a trouvé par exemple dans le cas, parce que la nœud consistance, elle va réduire les domaines de toutes les variables non affectées. Dans notre cas, on a affecté le x1, donc il reste le x2 et le x3. Donc on va réduire le domaine de x1, de x2 et de x3. Donc ici dans le cas du x2, donc déjà pour la valeur x1 égale à 1, on ne va pas la générer parce que en lançant la nœud consistance, on est sûr qu'elle donne une inconsistance parce que le x1 doit être différent de x2. Donc pour le cas x2 égale à 1, on va l'enlever du domaine. C'est pour ça que vous voyez ici que je n'ai pas généré la branche de x2 égale à 1.
comme c'était le cas au backtrack. Dans l'algorithme du backtrack, sans la consistance, sans la nœud consistance, on a généré le nœud et on a testé. Mais ici, non. Avant de générer le nœud, on va l'enlever du domaine, parce qu'on est sûr qu'il ne va pas donner une solution. Donc ça, c'est l'idée de la nœud consistance, et elle réduit c'est-à-dire la grandeur de l'arbre. Donc ça peut dire que ça réduit la complexité. Donc ainsi, on constate que sur le problème de 3RN, que le filtrage des domaines permet de réduire le nombre d'appels récursifs. Donc, on réduit les appels récursifs d'affectation et de test. Comment? En enlevant des domaines ou bien des domaines des variables, les valeurs dont on est sûr qu'ils ne vont pas donner une solution. OK? Bien produire une solution. Donc toujours la même chose avec la nœud consistance, on trouve qu'il n'y a pas de solution, que ce CSP est inconsistant. Il n'a pas de solution. Bien. Donc globalement, ça c'est l'idée des trois variables, donc si c'est des trois algorithmes. Donc on a essayé de l'appliquer à un petit problème, ici le n égale à 3, pour que les étudiants comprennent le principe de trois algorithmes et le principe de résolution arborescente, ok. Et puis, donc vous voyez la différence, que les arbres sont moins volumineuses dans chaque algorithme. Donc on va essayer de le programmer par le Prolog, d'accord. Donc ici, vous voyez, c'est le code du Prolog. Donc programmer Prolog, c'est écrire des prédicats. Donc j'ai écrit un prédicat que j'ai appelé Ren3, qui a deux arguments. Var, qui est la liste des variables, et options. Je vais utiliser des options d'appel comme le nombre de backtracking. Je peux injecter des heuristiques dans le choix de la variable et le choix de la valeur de la variable. L'essentiel, ça c'est le schéma d'appel d'un prédicat. Donc on déclare les variables avec la liste, le nom d'une liste que j'ai appelée var. On a une variable de 3 éléments, x1, x2, x3, les variables. Les domaines des variables, j'ai utilisé le f des domaines, donc f des finite domain. On est dans le cas discret, c'est-à-dire les valeurs sont finies. Donc ici, c'est un domaine minimum 1, maximum 3. Et puis on a les rennes ne doivent pas être sur des lignes différentes, donc j'ai déclaré 1 plus x1 différent de 2 plus x2. Et puis les rennes doivent être différentes une à une, donc j'ai utilisé le prédicat prédéfini f de all different, c'est-à-dire les valeurs sont différentes 2 à 2. Donc au lieu d'expliciter x1 différent de x2, x2 différent de x3, x3 est différent de x2, ainsi de suite. Donc j'ai utilisé ce prédicat prédéfini f de all different var. Donc ils sont différents 2 à 2. Et puis ici les contraintes c'est-à-dire les contraintes qui montrent que les rennes doivent être sur des diagonales montantes différentes. Et ici, c'est les rennes doivent être sur des diagonales descendantes différentes. Donc, on va chercher une affectation des variables qui sont une solution en utilisant le backtracking. Donc, le backtracking ici, c'est l'algorithme, bien c'est le prédicat prédéfini qui s'appelle fdLabning en génie Prolog. fdLabning qui a deux arguments, la liste et les options d'appel. Donc l'appel des prédicats, c'est comme ça, on donne le nom des prédicats et on spécifie les arguments. Ou bien on peut utiliser d'autres options comme un prédicat prédéfini find all pour trouver toutes les solutions, et puis aussi le prédicat sumList pour sommer c'est-à-dire le nombre de solutions, et ici combien de solutions. Ok, bien. Donc bien. On va voir ça dans la pratique. Ça c'est pour le cas des 3 rennes. On peut généraliser en utilisant la récursivité. On peut généraliser la modélisation à n rennes. Donc pour généraliser le programme à n rennes, il s'agit essentiellement d'écrire un prédicat qui s'appelle contrainte, qui a deux arguments, qui pose les contraintes sur les diagonales montantes et descendantes sans avoir à les énumérer explicitement. Donc on va utiliser pour la différence de Z2, on utilise le f de all different, et pour ces contraintes-là, donc le cas, par exemple, n égale à 12, on ne va pas écrire toutes les contraintes pour n égale à 12, ça va être trop long, donc on va utiliser la récursivité pour éviter de lister explicitement les contraintes. Donc, on va poser un prédicat qu'on appelle contrainte qui a deux arguments pour éviter d'énumérer explicitement toutes les variables. Bien sûr, grâce à la récursivité. Et on a dit que le principe de récursivité en Prolog, bien en programmation logique, il est très essentiel dans la programmation. Donc il faut le comprendre pour pouvoir programmer en Prolog. Donc on va obtenir le programme suivant, qui est le suivant. Ça, c'est le programme des n rennes, lorsque n égale à n. C'est-à-dire lorsque on a quel que soit n. Donc, on va le tester tout à l'heure. Ok, ça c'est les références bibliographiques. Donc, on va tester premièrement le prédicat ren3 dans le cas n égale à 3, et puis on va généraliser. Donc, pour pouvoir programmer ce jeu, je vais utiliser le Prolog.
Donc ici j'ai le GNU-Prolog, j'ai installé le GNU-Prolog, je vais le lancer, donc ça c'est l'interface du GNU-Prolog. Et puis je vais utiliser comme éditeur de texte, ou bien comme c'est-à-dire éditeur de code, je vais utiliser le bloc-notes. Donc j'ai déjà saisi le code pour ne pas perdre du temps. Donc vous voyez ici, j'ai le code des NREN que j'ai appelé 3 REN, d'accord. Donc je vais essayer de l'ouvrir avec le bloc-notes. Ok, donc vous voyez que ici il y a le prédicat REN 3. Donc je peux cliquer directement sur le fichier qui me lance le GNU, ou bien je peux faire une consultation. Je vais vers le GNU et File, Consulte, et je vais compiler mon fichier. Donc les deux façons sont correctes. Donc ici j'ai déjà compilé, donc vous voyez qu'il y a 0 erreur. Ok, donc correction, compiler le 3ren.pl. Donc vous voyez que corrections, le compiled 14 lignes, read, write, written, il n'y a pas de problème. Ici il vous donne le temps de compilation, 146 millisecondes. Donc je vais lancer le prédicat d'appel ici. Le prédicat d'appel, c'est cela. Je vais faire un copier-coller pour ne pas perdre du temps. Donc je donne le nom du prédicat avec ses arguments. Donc le nom du prédicat, une erreur ici, le nom du prédicat REN3 avec la liste des variables et l'option du backtrack. J'utilise dans les options le prédicat backtrack qui me donne le nombre de retour en arrière. Je fais un. Donc vous voyez qu'il y a un no, c'est-à-dire il n'y a pas de solution. Le problème n'a pas de solution. Vous voyez. Donc ça c'est pour le cas n égale 3. Je vais essayer de lancer les NREN. Je vais lancer les NREN. Donc je vais vers ici, c'est ça le NREN. Ok, je l'ai appelé NREN. Donc je vais l'ouvrir avec le bloc-notes pour voir le code. Donc vous voyez ici, c'est le code du programme NREN. Ok, ça c'est le programme NREN. Donc je vais le lancer en utilisant n par exemple égale à 4 pour voir. Donc n égale à 4. Donc je prends ici le schéma d'appel dans le cas général. Donc ici je vais prendre, non, ici c'est le nom du prédicat, c'est REN-N. Ok, je vais prendre le cas de 4 REN par exemple et je vais voir qu'est-ce qu'il va me donner. Donc nom I P, oui. Donc on va consulter le NREN. On va recompiler. Ok. Donc, on va faire l'appel. Find all, REN 4. Bien. Donc, vous voyez ici que je vais agrandir pour voir. Donc, il me donne ici L2, 3, c'est le nombre de solutions. On a 2 solutions et le nombre de retours en arrière, on a 5. Ok. Donc, et le temps d'exécution, 16 millisecondes. On va prendre que le prédicat pour lister les solutions. Prédicat d'appel ici. Donc, on a 4 N. Non, oui. Point. Vous voyez qu'il nous donne la première solution. Donc si on va taper A, il va donner all, toutes les solutions, point virgule, il donne la solution suivante. Donc je vais donner A. Donc on a 2 solutions. Donc vous voyez ici la première solution c'est 2, 4, 1, 5, 3. C'est-à-dire on place ici, c'est la ligne de la première, c'est-à-dire on place X1 dans la deuxième ligne. Ici on place X2 dans la quatrième ligne. Ici on place la troisième REN dans la première ligne et ici on place la quatrième REN dans la troisième ligne. Et vous voyez une deuxième solution. Donc si on voudrait, c'est-à-dire vérifier la solution, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici dans l'échiquier, dans l'échiquier des 4 REN. Qu'est-ce que je vais faire?
Normalement, ici, je vais prendre ici un nouveau fichier. On va essayer de simuler le jeu. Nouveau fichier. Ok. Je voudrais visualiser la solution dans l'échiquier. Donc je vais faire insertion d'un tableau. Donc, je vais prendre 4 lignes, 4 colonnes. 4 lignes et 4 colonnes. Ok. Donc normalement, d'après je vais visualiser la solution. Donc on a 2, 4, 1, 3. 2, c'est-à-dire c'est la valeur de x1. Donc je vais aller vers x1. C'est 2. Je vais placer, parce qu'on a dit que x1 c'est la colonne placée dans la première, c'est la reine placée dans la première colonne. On cherche la ligne. Donc la deuxième ligne. Donc je vais faire ici une croix. Ok. Ici. Bien. Et puis, qu'est-ce qu'on a comme solution? 4. Donc, x2, elle prend la ligne 4. x2 prend la ligne 4. Bien. Et puis, x3 prend la ligne 1. Ok. x3 prend la ligne 1. Et puis, x4 prend la ligne 3. Ça, c'est la première solution, parce qu'on a deux solutions. La ligne 3, donc ici. CTRL V. Donc, vous voyez que, lorsqu'on voit ça visuellement, on voit que c'est une solution parce qu'elle respecte les contraintes. Donc, vous voyez que les rennes sont placées dans des lignes différentes, dans des colonnes différentes et dans des diagonales descendantes, ascendantes différentes. Ça, c'est la visualisation de la solution. D'accord? Donc, très bien. Cela montre le cas, c'est-à-dire on peut utiliser la commande trace. C'est une commande qui nous génère l'arbre de résolution du prologue d'une façon, c'est-à-dire arborescente. Donc vous voyez le premier col, on va faire un C, deuxième col, troisième col. Donc vous voyez qu'à chaque col, c'est-à-dire chaque branche de l'appel du prédicat, il y a la génération du variable. Vous voyez ici il y a le tiré 8, c'est la façon dont Prolog nomine les variables au fur et à mesure qu'il génère l'arbre. Donc et la nomination elle est différente. Donc vous voyez, donc toujours on termine. Donc vous voyez le nombre de cols, ça c'est le nombre de cols. Donc il est en train de générer l'arbre de résolution. Donc, vous voyez à chaque fois il y a ici le nombre d'appels et le retour en arrière. Donc on a des cols et des exits, des cols et des exits. Vous voyez, donc ça c'est pour, c'est-à-dire la trace, c'est pour suivre l'exécution et l'interprétation du programme d'une façon séquentielle. Vous voyez, très bien. Donc vous voyez, très bien. Bien. Donc si on va faire par exemple le test pour par exemple 8 rennes, bon ici on va faire un exit. Ah, bien, donc on a 24 batraques, les variables all. Redo c'est le cas de retour en arrière. Ok. Donc pour sortir ici un shift entrée. Bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais relancer le programme TNREN pour mieux voir la notion de complexité. Je vais tester. Bien. Je vais tester pour le cas des, par exemple, Wiren. Là.
vais relancer mon programme. Ok. Je vais prendre, pour ne pas perdre du temps, je vais prendre directement. Je voudrais vous montrer la notion de complexité lorsque n augmente. Donc ici, c'est n. Je prends 8. Donc all. Donc le cas de 8, vous voyez, on a beaucoup de solutions. Il a pris 297 millisecondes. Donc vous voyez, lorsque n augmente, le temps de calcul augmente, la complexité augmente. On va prendre par exemple 12, lorsque n égale à 12, pour voir. Donc A, pour avoir toutes les solutions. Vous voyez qu'il prend beaucoup de temps. Il nous génère toutes les solutions dans le cas où l'échiquier comporte 12 cases. On a 12 rennes. Donc vous voyez qu'il prend plus de temps. Vous avez remarqué dans le cas n égale à 4, c'était très vite. Lorsque n augmente, le temps de calcul augmente. Donc c'est ça la complexité ou bien l'explosion combinatoire. Mais on optimise toujours les algorithmes pour pouvoir minimiser le temps de calcul et les ressources utilisées pour exécuter ou bien interpréter notre programme. Donc vous voyez qu'il continue à calculer. On va voir, il va prendre beaucoup de temps. Donc ça, c'est vous montrer la complexité algorithmique lorsque n égale à 12. Et lorsque n augmente, vous allez voir que ça va prendre plus de temps. Ok? Bien. Donc cela termine notre exposé. Donc j'espère que vous avez compris. Et à la prochaine vidéo, on va détailler le cas pour le cas des NREN. On va le détailler sur le plan programmation pour voir comment on a utilisé la récursivité en Prolog pour écrire le prédicat de résolution du CSP des NREN. Merci pour votre suivi, à la prochaine vidéo.